Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de chômage, plus précisément que chacun ait l'assurance d'avoir rapidement le revenu de son choix, avec la condition bien sûr de devoir fournir un travail en rapport éventuellement. Mais il n'y aurait plus alors l'angoisse du chômage, la peur du manque, de la déchéance sociale, peur qui aujourd'hui rend la majorité dépendante, pour ne pas dire esclave, d'une minorité de privilégiés. Chacun pourrait par exemple à tout moment facilement démissionner d'une activité pour en choisir une autre qu'il préfère, sans crainte pour sa sécurité matérielle. Et alors il n'y aurait plus obligation de se soumettre à quelqu'un, un patron ou un client. Et la compétition économique, évidemment, serait moins âpre. Ce serait bien également un système plus juste, où la rémunération de chacun soit proportionnelle à la quantité de son travail, à l'utilité et à la pénibilité de sa tâche. À ceci près, bien sûr, que seraient également prises en charge les inégalités indépendantes de la volonté des personnes. Celui qui n'est pas apte à travailler pour cause de maladie, par exemple, verrait ses besoins pris en charge gratuitement. C'est la notion de sécurité sociale. Mais alors, il n'y aurait plus de ces injustices qui nourrissent la jalousie, le ressentiment et la violence. Et il n'y aurait plus non plus d'exploitation de l'homme, par construction. Et ce serait bien aussi une économie qui garantisse une bonne qualité de l'environnement, la survie de l'espèce, quoi. La question est, souhaite-t-on cela ou préfère-t-on la situation actuelle? Et si on préfère vraiment cela, il faut s'activer les neurones pour commencer. Ne pas se reposer sur un éventuel sauveur, ni même les autres en général. Il ne suffit pas de dire on va se réunir ensemble, les générations suivantes décideront. Non, il faut réfléchir là tout de suite à comment ça pourrait fonctionner. Faire des propositions, ce qui n'est pas imposé. Bref, il faut prendre ses responsabilités, faire sa part. Et puis si on a trouvé une solution qui nous paraît crédible, eh bien, il faudra faire ce qu'il faut pour que les choses changent, évidemment. Il va s'agir de s'organiser autrement, sans doute. Et la perfection n'étant pas de ce monde, la nouvelle organisation présentera sans doute quelques petits inconvénients. La question sera donc de savoir si elle est globalement préférable, bien sûr, à l'actuelle. Et si les bénéfices l'emportent largement, il n'y aura pas à tergiverser, juste à se mettre au boulot. Et bien donc, allons-y. Voyons comment cela pourrait fonctionner, donc une économie juste, sans chômage. On peut envisager d'accorder automatiquement un revenu identique à tout le monde. Évidemment indexé sur la production totale, ça paraît logique. Sauf que la vaillance n'a aucune raison d'être identique chez tout le monde. De fait, les moins fainéants ou égoïstes travailleront pour les autres globalement. Et la motivation risque fort de manquer du coup, du moins pour les activités les plus pénibles ou les moins passionnantes, éventuellement vitales. De sorte que ce système est non seulement injuste, mais aussi dangereux. Et c'est encore pire avec des salaires à vie liés à une éventuelle qualification si aucun travail n'est exigé en retour. L'idée d'un revenu de base suffisant pour vivre avec nécessité de travailler pour avoir plus est également problématique car si les gens ne sont pas suffisamment matérialistes, le peu qui travailleront, devant nourrir tous les autres, seront lourdement taxés, d'où un effet dissuasif et, là encore, un risque non négligeable de pénurie. Ces systèmes peuvent fonctionner, mais avec un risque d'échec grave. Nous parlons ici de famine de grande ampleur. D'autant plus important qu'il restera beaucoup d'égoïsme et de pénibilité pour certaines tâches utiles. D'où l'intérêt de trouver autre chose. D'autant plus que plus il y a de propositions, mieux c'est. Par souci de justice et d'efficacité, il importe donc de conditionner le revenu au travail, et plus précisément à l'utilité de celui-ci. Car même s'il est très pénible, on ne voit pas trop l'intérêt de rémunérer un travail parfaitement inutile, au contraire. Mais comment définir cette utilité? Eh bien, on peut la définir comme un accroissement de bien-être. Plus un travail accroît fortement le bonheur d'un grand nombre et pendant longtemps, plus il est utile.
Et on pourra considérer également que la réduction d'une grande souffrance compte plus qu'un accroissement de même amplitude d'un bonheur déjà positif. L'idée serait donc d'accroître équitablement le bien-être, c'est-à-dire en commençant par la réduction des plus grandes souffrances. Évidemment, le bonheur de chacun compterait autant. Donc oui, on voit qu'il y a bien une définition universelle de l'utilité sur laquelle on peut se mettre d'accord. Et l'on voit qu'un tel système motiverait donc tout le monde dans le bon sens, accroissant par construction le bonheur. On pourrait penser que le système actuel répond plus ou moins à ce critère de rémunération de l'utilité du travail. En fait, même si certains mécanismes vont dans ce sens, heureusement d'ailleurs, c'est globalement très loin d'être le cas en fait, et pour au moins 8 raisons. Premièrement, dans le système actuel, le bonheur des plus riches est favorisé par rapport à celui des autres, tout simplement parce qu'ils vont payer plus facilement et plus largement le moindre service, puisqu'ils peuvent se le permettre. Tandis qu'à la limite, une personne trop pauvre, elle ne peut pas payer. Cela va clairement à l'encontre de la notion d'utilité telle que nous l'avons définie, d'autant plus que les plus pauvres sont généralement ceux qui sont dans les plus grandes souffrances. Deuxièmement, lors d'une négociation sur un prix, un salaire, le montant d'une prestation, etc., le plus égoïste, le plus âpre en affaires, le plus manipulateur également, est de fait avantagé. Cela fausse, là encore, l'évaluation de l'utilité, d'autant que les plus égoïstes, auxquels il est donc donné le plus de pouvoir ici, ne sont pas par définition les plus utiles au bien commun globalement. Troisièmement, la détention de certaines informations, d'un certain réseau de contacts également, ou de tout autre pouvoir particulier, peut créer un rapport de force dans la négociation qui va avantager son détenteur. C'est ce qui explique par exemple la prospérité des marchands aux dépens de certains producteurs, dont l'activité est pourtant souvent plus utile et pénible. Quatrièmement, l'économie de marché privilégie les apparences, et ce qui va un peu avec, la manipulation, ce qui ne correspond généralement pas à l'utilité, bien sûr. C'est ainsi que sur les étals, on va trouver des fruits beaux, volumineux, mais pas forcément riches en vitamines, par exemple. Forcément, ça ne se voit pas, quoi. Et c'est ainsi également qu'on a un développement considérable du secteur publicitaire qui ne correspond pourtant pas à une véritable utilité. Cinquièmement, ce système surestime également le plaisir à court terme par rapport au bonheur à long terme, car le comportement consommateur des gens est loin d'être rationnel, tout simplement. On peut noter, par exemple, que le trafic de drogue, dont l'utilité est pour le moins discutable, est très rémunérateur, par contre, à cause du phénomène de dépendance, bien sûr. On peut noter également qu'il est plus facile de faire fortune dans le divertissement que dans l'éducation. Sixièmement, certaines personnes, par chance ou intrigue, peuvent aujourd'hui bénéficier de biens sans que cela ne rémunère un quelconque travail. Cela découle pour l'essentiel du droit accordé au détenteur d'un bien de le transmettre ou de le prêter, indépendamment d'un quelconque service rendu par le bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle la nue propriété, ou abusus. Et de là, bien sûr, l'inégalité de naissance due à l'héritage, par exemple. Septièmement, même si un nu propriétaire a mérité, entre guillemets, son bien, donc en le fabriquant lui-même ou en le payant à un juste prix, eh bien, le revenu qu'il va tirer d'une éventuelle location de celui-ci n'aura aucune raison d'être limité au remboursement de son investissement initial. En effet, tandis que le travail nécessité pour l'acquisition du bien a une valeur fixe, le revenu de location, lui, est proportionnel à la durée de celle-ci, qui n'est pas limité, évidemment. De là, le problème du parasitisme des rentiers et autres actionnaires. Le problème réside ici dans ce qu'on appelle le fructus, droit en vertu duquel il est possible de tirer un revenu de la possession d'un bien. Fructus et abusus étant à la base du concept de capitalisme. Et huitièmement, enfin, signalons que les générations futures étant absentes des négociations sur les prix, pour des raisons aisément compréhensibles, leurs intérêts n'interviennent pas dans celles-ci. C'est pourquoi le modèle économique actuel leur réserve un bien triste sort. Ces différents points montrent que cette juste rémunération du travail à laquelle nous aspirons ne peut être réalisée en économie de marché, et encore moins en économie de marché capitaliste. Donc, comme on pouvait s'y attendre au vu de l'importance et de l'ancienneté des injustices et de la violence, il va falloir envisager des changements dans notre mode de fonctionnement. Si l'on aspire à une économie un tant soit peu juste, il faut maîtriser, c'est normal, la distribution des biens et de l'argent.
La meilleure façon de réaliser cela consiste à établir des règles connues de tous, ce que nous avons partiellement fait en définissant l'utilité d'ailleurs, et à s'assurer qu'elles soient respectées. Et pour ça, il faut concrètement un contrôle démocratique. Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail tout à l'heure sur les modalités de ce contrôle. Mais ce qu'on voit d'ores et déjà, c'est que cela implique l'abolition de la nue propriété. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien que les gens ne seraient qu'utilisateurs provisoires des biens dont ils disposent sans pouvoir de transmission. Bref, tous locataires, mais comme on va le voir avec des montants de location très inférieurs à ce qu'on connaît actuellement, car ne correspondant qu'à l'usure effective des biens. Concrètement, chacun paierait pour l'usure du temps, prenant en compte le coût de la production du bien, mais aussi pour l'usure correspondant à l'usage particulier qu'il en aura fait. L'état du bien sera contrôlé avant et après utilisation par chacun. Ainsi, en cas de casse ou de perte, le détenteur paierait pour cela. Normal, on parle de société juste. Bon, après, on peut bien sûr atténuer ce coût selon la responsabilité de la personne, une sorte d'assurance. Bon, je dégrossis là, quoi. Le détenteur pourra être appelé gardien aussi, ce qui le portera à la responsabilité plutôt qu'à une prédation, contrairement à aujourd'hui où l'on parle d'appartenance, ce qui signifie littéralement faire partie d'eux, comme si on ingérait la chose, une prédation. On peut donc s'attendre à ce que dans ce nouveau système, chacun prenne soin plus encore qu'aujourd'hui des biens qui lui seront remis. Le système actuel, en plus d'opérer cette identification égotique du possédant à ses biens, donc la prédation, fait que les possessions de chacun sont pour lui tout à fait objectivement aussi une source précieuse de liberté. Et tout cela rend chacun, on le comprend aisément, jaloux de ses possessions. De sorte que si je souhaite jouir d'un bien qui n'est pas à moi, mais c'est le cas de l'immense majorité des biens disponibles en fait, je dois passer par l'autorisation d'un propriétaire jaloux. Vous voyez un petit peu le problème. Tandis que dans le système que nous envisageons ici, je participerai moi-même à cette décision d'attribution, puisque démocratique, je rappelle. Et comme elle est provisoire, j'aurai plus de chances d'obtenir ce que je souhaite. Bref, on y serait plus libre qu'actuellement. Notons que le droit d'usage exclusif d'un bien appelé usus en droit latin est souvent humainement souhaitable pour des raisons de tranquillité par exemple et que nous ne le remettons nullement en cause. Il n'en va pas de même en effet du fructus et de l'abusus qui eux ne correspondent à aucun besoin véritable. Le problème est que ces trois concepts que sont l'usus, le fructus et l'abusus sont habituellement amalgamés par un même concept, la propriété, de sorte que dans l'économie actuelle, les gens s'attachent tout naturellement à ce dernier concept sans percevoir que la réduction de la propriété à l'usus pourrait les rendre globalement plus libres. Il faut en effet un surcroît de réflexion, forcément, pour accéder à cette prise de conscience. Il n'y aura donc plus de transactions interindividuelles, matérielles bien sûr. C'est la collectivité qui sera souveraine en matière d'attribution des biens et des rémunérations. Collectivité dont les décisions ne seront pas arbitraires puisque fondées sur le bien commun, qui est aussi le mien par définition commun. Évidemment, une personne qui ne souhaite plus faire usage d'un bien pourra le rendre à tout moment à la collectivité et de même, elle pourra acquérir celui qu'elle souhaite en payant éventuellement pour cela. La transaction, certes plus interindividuelle, sera encore plus facile qu'aujourd'hui, où il faut souvent attendre longtemps l'acheteur éventuel, sans parler du frein à la transaction que constitue le coût des publicités, les cupidités des protagonistes, ou simplement le manque d'informations concernant l'existence et la localisation des différents biens. D'où une meilleure utilisation des biens au service du bonheur général. Et la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés là est d'évaluer l'utilité des activités productives. Bien sûr, il ne saurait être question de perfection, cette dernière n'étant pas de ce monde, je rappelle. Or, comme on va le voir, on peut facilement, là encore, faire mieux que le système actuel. On pourrait être tenté, afin de simplifier un peu les choses, par l'idée de rémunérer seulement la durée du travail, même salaire horaire donc pour tout le monde. Mais on voit bien que ce ne serait pas très juste, parce que toutes les activités ne sont pas également pénibles ni utiles, mais aussi parce que les performances au travail sont très variables. On peut se laisser aller, se reposer sur son temps de travail, et une certaine injustice ne manquera pas de se faire jour entre les plus vaillants et les plus fainéants. Cela ne favorisera pas vraiment la motivation et la productivité, d'où risque de pénurie, comme on l'a déjà vu avec les salaires inconditionnels.
En économie de marché capitaliste, pour des raisons aisément compréhensibles, l'accroissement de productivité se fait souvent au détriment de la qualité de l'environnement, des produits eux-mêmes d'ailleurs, et du bien-être des producteurs aussi, en particulier des employés lorsqu'ils sont payés autant forcément. De plus, il sert surtout les intérêts des plus riches en aggravant le chômage. Mais dans le nouveau contexte que nous envisageons ici, la productivité ne présenterait plus tous ces inconvénients. Il ne faut pas la confondre d'ailleurs avec le productivisme. Il ne s'agit pas de produire beaucoup, mais de réduire la peine pour une production donnée. C'est ça, la productivité. Donc, à moins d'être masochiste, voilà. Par ailleurs, le productivisme aussi serait également réduit dans ce nouveau système, réduction de la publicité, aussi directement du fait de l'objectif poursuivi, le bonheur réel à long terme en fait. Bon. Alors dans de nombreux domaines, la productivité est facile à évaluer. En particulier, on peut payer à la pièce. Et c'est clairement plus juste. Celui qui travaille plus vite peine plus, ou même si ce n'est pas le cas, bien récompenser la productivité invite à une plus grande utilité de chacun et donc par construction un plus grand bien-être de tous. Il est d'ailleurs tout à fait respectable aussi de préférer travailler plus tranquillement à son rythme, mais il est alors normal évidemment d'avoir un salaire en rapport. C'est aux travailleurs de ne pas être cupides au point de se surmener au travail tout simplement. Dans certaines activités, souvent plus intellectuelles, par contre, l'évaluation d'utilité est plus difficile, nécessitant parfois un certain délai. On pourra donc ajouter, dans ces cas, à un salaire horaire fixe, des primes récompensant une performance dès qu'elle est avérée. On peut par exemple évaluer l'importance et l'utilité d'une découverte scientifique, l'accroissement de compétences d'étudiants, l'amélioration de santé de patients, la satisfaction de bénéficiaires de services, en réalisant des sondages appropriés. On peut mettre en place aussi pour ça des jurys évaluant l'utilité des différentes réalisations ou œuvres de l'esprit. Ce sera toujours mieux qu'une rémunération basée seulement sur un nombre d'acheteurs. Et on peut aussi envisager qu'un recours soit possible contre une évaluation considérée comme injuste, un peu comme cela se fait déjà dans le domaine de la justice. Une réévaluation serait toujours possible aussi en cas de survenue de nouvelles informations. Bref, on voit qu'il est facile de faire beaucoup mieux que le système actuel en matière d'évaluation des utilités, en prenant mieux en compte la préservation des ressources naturelles en particulier, et le bonheur à long terme en général. Il faut voir aussi que de nombreuses évaluations de productivité se font déjà dans le monde du travail, ce qui constitue donc un savoir-faire et des infrastructures dont on pourra bénéficier. Se pose également la question des études. On fait quoi avec les professions nécessitant de longues études ? Ces dernières, en effet, sont souvent invoquées pour justifier des salaires horaires plus élevés. Mais cela revient à introduire le biais capitaliste. On ne peut récompenser un travail d'une durée fixe, les années d'études, par un revenu potentiellement illimité. Le mieux serait sans doute de rémunérer les études, avec obligation de certains résultats, éventuellement les années redoublées pourraient ne pas être payées par exemple. La rémunération du professionnel ne prendra donc plus en compte ses études, directement du moins, mais seulement son utilité bien sûr, avec un facteur pénibilité. Un tel système, comme on va le voir, présenterait également l'avantage de supprimer le problème du chômage. En effet, le travail, au sens d'activité utile, ne manque pas. Il n'est pas limité. Aujourd'hui, ce n'est pas le travail qui manque, donc c'est l'argent pour le payer. Aujourd'hui, le chômage est même inévitable en pratique car l'emploi est créé par les dépenses des ménages et rien ne peut garantir que ces dépenses créent suffisamment d'emplois. Une tendance à l'épargne, par exemple, induit tout naturellement un chômage massif. Un aspect positif du système actuel est qu'il force l'adaptation de la production à la consommation, puisque si une production n'est plus souhaitée par ses clients, l'entreprise va devoir modifier sa production si elle ne veut pas perdre de l'argent. Et souvent licencier, voire faire faillite. C'est comme ça que se fait cette adaptation. Licenciement et faillite sont une modalité normale du fonctionnement du système actuel. Sauf que ce mode d'ajustement est un peu violent, il est vrai, à cause du chômage d'ailleurs en particulier. Bien, il suffirait d'anticiper suffisamment la demande pour limiter les dégâts. Or, bien c'est ce que l'on ferait dans le système envisagé ici. Dans ce système, les achats et intentions d'achat seraient recensés de façon à dégager les tendances. Et ce serait facile du fait de la centralisation des données. Il suffirait en gros d'observer l'évolution des stocks. Si elles augmentent, il y a risque de surproduction. S'ils diminuent, il y a risque de pénurie. En cas de risque de surproduction dans un domaine donné, les personnes concernées seraient invitées à se reconvertir vers d'autres activités, et en particulier vers celles où il y a risque de pénurie. Bien entendu, une telle reconversion n'est pas toujours possible rapidement.
car tout le monde ne possède pas toutes les compétences. Seuls ceux qui auraient les compétences éventuellement nécessaires pourraient rapidement s'enrôler dans un secteur en demande. Mais tout le monde serait incité à rejoindre ces secteurs, de sorte que des postes de personnes les rejoignant seront libérés pour d'autres, ceux de secteurs en surproduction qui n'avaient pas les compétences pour rejoindre directement un secteur en pénurie, par exemple. Voilà. De plus, des formations appropriées pourraient être mises en place ou intensifiées pour les compétences manquantes. Et l'incitation se fera principalement par les salaires. Ceux dans les domaines avec risque de surproduction baisseront et ceux dans les domaines avec risque de pénurie augmenteront, ceci correspondant bien à la notion d'utilité. Et il n'y aurait pas non plus de risque de chômage par sous-consommation globale, risque qui croît dangereusement de nos jours à cause de la conjonction de trois phénomènes. Premièrement, le progrès technique qui induit un accroissement général de productivité. Deuxièmement, l'avidité de chacun qui n'incite pas forcément au partage du temps de travail. Et enfin, des nécessités écologiques en vertu desquelles la consommation ne peut s'accroître indéfiniment. Ce problème ne se posera plus dans notre système car les activités pourront toujours être redéployées vers des secteurs ne répondant pas à des consommations individuelles précises mais apportant un bénéfice global, ce qui correspond aujourd'hui au secteur public en gros. Ainsi, il n'y a pas de numerus clausus dans le secteur de la recherche car tout progrès peut être utile. Dans le secteur de l'enseignement, plus d'encadrement des étudiants est toujours bénéfique. De la médecine, on peut toujours améliorer la santé, de la police, la sécurité, la protection de l'environnement, dans l'embellissement du paysage, etc. Un tel redéploiement n'est pas possible aujourd'hui, ou du moins fortement entravé, car l'argent ne pouvant être créé sous peine d'inflation, il doit donc provenir de la poche de ses détenteurs, pas forcément favorable à une imposition trop forte, voire qui s'arrange pour y échapper. Bon. Et il n'y aurait pas de risque d'inflation, car nous ne serions plus en économie de marché. Ce n'est pas la négociation interindividuelle qui fixerait les prix, l'avidité des vendeurs alimentant l'inflation, mais un calcul basé sur le travail, le prix du produit correspondant à la somme des coûts liés à sa production. On pourrait craindre peut-être un risque de pénurie dans l'hypothèse où le désir global de consommation serait trop faible et où il y aurait une préférence pour les secteurs économiques non vitaux. Mais c'est oublier qu'on peut toujours jouer sur les salaires. Ceux dans les secteurs non concernés par les pénuries pourraient alors être globalement réduits de façon à inciter les gens à participer aux productions en demande. Cela sera sans doute suffisant et si ça ne l'est pas, une autre possibilité, ça peut être de rendre ces activités obligatoires, chacun devant accomplir sa part, qui sera tellement minime du reste qu'il l'accomplira volontiers. Bref, pas de problème, ce système assure une excellente sécurité matérielle pour tous, en tout cas bien meilleure que l'actuel, se dit en passant. Dans ce système, la notion d'entrepreneuriat ne disparaîtrait pas complètement. Ainsi, quiconque a une idée de production ou service dont il pense qu'elle pourrait être plébiscitée par suffisamment de clients, pourra, s'il le souhaite et en a les compétences, conduire les opérations nécessaires pour cela. Ou plus généralement occuper un emploi dans l'activité qu'il aura ainsi initiée. Et notre porteur de projet sera alors rémunéré pour cette dernière activité, mais aussi directement pour son idée, en se basant sur le nombre et la satisfaction des clients, ainsi que d'éventuels impacts écologiques ou sociaux. Bref, l'initiative, donc dans ce système, serait favorisée. Dans les cas où un investissement matériel est nécessaire, donc à la nouvelle activité, cet investissement serait tout naturellement financé par la collectivité. On remarque donc que l'initiative sera plus facilitée qu'actuellement, où la frilosité des prêteurs est souvent un obstacle au bien commun. Bien sûr, dans ce cas, pour limiter un investissement injustifié aussi, la décision de lancer l'activité sera alors prise collectivement, en faisant en particulier des sondages pour vérifier si la demande et l'utilité sont bien au rendez-vous. Et la facilitation de l'initiative ne s'arrête pas là. Seront également permises et récompensées donc les initiatives dans les secteurs d'intérêt général, ce qu'on appelle le public aujourd'hui. Et la personne pourra, là encore, mais ce n'est pas une obligation, effectuer le travail dont elle aura elle-même repérer l'utilité, plutôt que de consulter donc, des emplois déjà proposés par d'autres. On voit donc qu'il n'y aura pas que du salariat, mais aussi tout un système de rémunération des activités, initiatives, services ou simples idées en général. Et aussi que chacun pourra avoir une large gamme d'activités différentes, si cela lui convient bien sûr. Il aura une grande liberté dans la gestion de son emploi du temps, bien plus grande en tout cas que celle que vivent aujourd'hui la plupart des gens. Et du coup, à la limite, il n'y aura plus vraiment de bénévolat puisque toute activité utile sera automatiquement rémunérée sur la base de son utilité. Le bénévolat est d'ailleurs de nos jours souvent bien plus utile que nombre d'activités rémunérées. L'idée est de mettre en place un système d'évaluation de l'utilité de chacun,
Ainsi, une initiative pourra être récompensée a posteriori, sans qu'elle ait forcément été accomplie dans ce but. De sorte que certains pourront même ne plus avoir à se soucier de leurs revenus, s'ils sont suffisamment spontanément actifs et altruistes, et ou pas trop matérialistes. Et comme rien n'oblige à dépenser l'argent que l'on gagne, la disparition du bénévolat ne signifierait pas la fin de l'altruisme. Bien au contraire. Notons que lorsqu'une personne dépense son argent dans une consommation, elle réalise un acte que l'on peut qualifier, à l'inverse, d'égoïste, puisque ce sont d'autres personnes qui ont travaillé pour elle. Elle reprend donc, d'une certaine façon, à la société le travail qu'elle a accompli pour acquérir cet argent. Il apparaît donc que la somme d'argent sur le compte de quelqu'un, dans ce système juste, bien sûr, représentant ce qu'il a apporté moins ce qu'il a consommé, mesure son apport net à la société. C'est donc une mesure de son altruisme, enfin, plus exactement la somme de ses altruismes passés. Gagner de l'argent dans le but de le dépenser relève de l'égoïsme, ce à quoi tout le monde est incité aujourd'hui. Dans ce système, une personne altruiste chercherait à travailler plus et à dépenser moins. Et un avantage de ce système est qu'elle rend visible aussi, avec une certaine précision certes relative, l'altruisme de chacun, contrairement à l'actuel qui est souvent extrêmement trompeur sur cette question. On peut envisager en effet dans ce système que l'argent accumulé par chacun ne soit pas un secret, quel intérêt d'ailleurs, et que la détention d'argent, et surtout pas sa dépense bien sûr, soit valorisée, comme une forme de réussite sociale, qui serait représentative de l'altruisme de la personne. En particulier, l'argent resté sur le compte de quelqu'un au moment de sa mort serait représentatif de son apport total à la société. Comme on l'a vu, il ne pourra être transmis, il demeurera seulement dans les mémoires, comme fierté de ses proches et exemple pour tout le monde. Il serait judicieux d'ailleurs de ne pas appeler ça de l'argent, mais simplement des points d'utilité. Et l'altruisme sera plus favorisé qu'aujourd'hui aussi par le simple fait que l'égoïsme sera moins sollicité. Diminution de la peur du chômage, des défiances liées à la compétition, impossibilité d'un enrichissement facile aux dépens d'autrui surtout. Et les inégalités seront moindres, typiquement, celles qui subsisteront étant de plus légitimes. Ce système aiderait d'ailleurs les altruistes à mieux orienter leurs actions en choisissant les activités les plus utiles. En outre, une action nuisible, à l'inverse d'une action utile, pourrait être déduite du solde monétaire de la personne concernée, lequel peut bien sûr être négatif. On retrouve là d'ailleurs la notion d'amende, mais d'une façon plus juste et positive, je veux dire d'un point de vue éthique et relationnel. Parmi les activités des secteurs d'intérêt général, certaines doivent faire l'objet d'un soin particulier pour éviter la fraude, l'injustice et toute dérive liée au pouvoir. Il s'agit des activités d'économes, détermination des utilités, des prix, gestion des stocks, de diffusion des informations, mais aussi des activités de prise de décision collective en général, de police et de justice. Pour cela, plusieurs mesures peuvent être adoptées. La plus importante serait sans doute, à mon avis, l'obligation pour les fonctionnaires concernés de respecter un cahier des charges bien précis, lié à la définition de l'utilité en particulier. Cette contrainte étant évidemment accompagnée d'une surveillance, d'une grande transparence. Or, celle-ci peut être tout à fait satisfaisante de nos jours grâce au développement de nouvelles techniques de communication. Tout non-respect du cahier des charges serait bien entendu sanctionné, ne serait-ce que par une destitution. Cela rejoint les notions un peu de constitutionnalité et de mandat impératif, mais surtout évidemment ducratie. De plus, certaines tâches décisionnelles pourront être occupées par roulement par l'ensemble de la population, présentant les compétences éventuellement nécessaires, plutôt que choisies par leurs exécutants. Ainsi, il n'y aurait plus d'élections, ou du moins en tout cas de gens qui se présentent à des élections, plus de carrières de politiciens et encore moins évidemment de dictateurs et autres apparatchiks. Il n'y aurait plus, ou le moins possible en tout cas, de pouvoir discrétionnaire, ce qui rejoint la notion d'anarchie au sens étymologique, l'ordre sans le pouvoir. Notons que les économies de type socialiste ayant à ce jour été expérimentées à grande échelle, faute d'un soin particulier dans ce domaine, ont généralement souffert de telles dérives liées au pouvoir. De là, la plupart des échecs qu'elles ont essuyés, y compris sur le plan économique, où le nombre de décisions à prendre s'accorde mal avec la notion de hiérarchie pyramidale. Bref, on voit donc qu'il est parfaitement possible d'offrir de bonnes garanties que les décisions soient bien prises conformément à l'idéal de justice envisagé ici. Notons en passant que si l'idée de surveillance a mauvaise presse de nos jours,
Cela se justifie par le risque d'utilisation du pouvoir qu'elle confère par une oligarchie tyrannique ou quelque individu mal intentionné, ou plus généralement des jugements ou mesures inappropriées liées à une mauvaise organisation. Il faut bien comprendre que la surveillance n'est qu'un moyen et que si elle est mise effectivement au service de l'intérêt général, grâce à une organisation appropriée, ce qu'on essaie de faire ici, eh bien c'est globalement un avantage. Et il en est de même d'ailleurs des notions de police, de justice, etc. D'ailleurs, à ce propos, d'autant que dans une telle société, si les vols, enfin la criminalité économique en général, seront sensiblement réduits par rapport à la société actuelle, et ce pour au moins 8 raisons. Premièrement, comme il ne sera plus possible de vendre quoi que ce soit, le vol d'un bien ne pourra donc être motivé comme moyen de se faire de l'argent, ce qui est une des motivations principales des vols aujourd'hui. Deuxièmement, l'argent lui-même ne pourra être volé car il sera entièrement virtualisé et chacun ne pourra utiliser que son propre argent. Des signes de reconnaissance fiables comme les empreintes digitales, la forme du l'iris, le timbre de la voix, permettent ensemble en tout cas une excellente fiabilité d'identification. Troisièmement, même si une personne vole un bien pour son usage personnel, eh bien, il sera facile de la confondre puisque l'ensemble des biens dont une personne pourra jouir légitimement à un moment donné sera connu. Et on pourra aussi facilement retrouver le détenteur légitime du bien. Quatrièmement, les comptes de chacun étant publics ou du moins facilement accessibles aux personnes en charge du bien public, eh bien, il sera aisé de repérer une fortune monétaire ou encore plus facilement un train de vie anormalement important. Et ça, c'est tout particulièrement intéressant pour éviter la corruption aussi. Cinquièmement, comme nous l'avons vu, les moyens de la police et de la justice ne seront plus limités par des considérations monétaires, l'avidité des plus riches en fait. Toutes les bonnes volontés seront donc les bienvenues. Sixièmement, plus radicalement, là, l'égoïsme sera moins développé qu'aujourd'hui. Celui-ci résulte de la focalisation sur des intérêts personnels forts, lesquels sont typiquement suscités par l'existence de pouvoirs discrétionnaires importants. Or, comme on l'a vu, ceux-ci auront été éliminés. Mandat impératif, abolition de la nue-propriété. Et à l'inverse, comme on l'a vu, l'intérêt général sera favorisé, de même que l'altruisme. Septièmement, la criminalité écologique sera également réduite, puisque il n'y aura plus, comme aujourd'hui, de forts intérêts économiques à polluer ou à piller l'environnement. En effet, l'impact écologique sera directement pris en compte dans l'évaluation des utilités des activités et donc des rémunérations, et aussi par ricochet dans le prix des denrées. Et huitièmement, enfin, ce que nous venons de voir là sont des facteurs strictement économiques, mais rien n'empêche de développer une éducation appropriée, y compris rétroactive, à travers un système judiciaire plus judicieux. Plus généralement, le bien-être sera accru par un plus grand nombre de réalisations utiles. Car, premièrement, leur financement ne sera plus limité, comme on l'a vu, par l'égoïsme des plus riches. Deuxièmement, l'accroissement de productivité lié au progrès technique et à une meilleure organisation économique aussi va effectivement libérer beaucoup de main-d'œuvre au service donc des réalisations d'intérêt général. Et enfin, ne l'oublions pas, le système de rémunération favorisera précisément l'utilité. Il sera accru par une réduction considérable du secteur de la publicité qui se réduira à une information objective sur les productions existantes ou proposées. Cela accroîtra le bien-être directement, gêne des publicités elles-mêmes pour leur cible, mais aussi indirectement par une réduction du travail et du coût écologique que ce domaine suscite. Les produits seront aussi eux-mêmes plus appropriés aux réels intérêts des gens. Il n'y aura plus toute cette manipulation commerciale, incitant en particulier à la dépense aussi, donc publicité, rabais sur des grosses quantités, effet d'abondance, effet d'urgence, effet de groupe, ambiance festive, obsolescence plus ou moins programmée. L'accroissement de l'altruisme, la réduction de la jalousie et de la compétition vont non seulement avoir un bénéfice direct, mais aussi indirect via la réduction d'activités induites au niveau de la police, de la justice, de la médecine à cause du stress. En particulier, la circulation des informations utiles ne sera plus entravée, comme aujourd'hui, par le secret industriel, la propriété intellectuelle, l'espoir d'une valorisation monétaire indirecte. Bien au contraire, puisqu'elle sera, comme on l'a vu, directement rémunérée. Bien sûr, il y a d'autres domaines à envisager pour une société plus agréable. L'éducation, les mœurs, mais les considérations économiques sont particulièrement importantes car elles influencent fortement tout le reste. Donc, il vaut mieux commencer par là. Signalons 2 ou 3 idées en rapport avec la vie privée des gens. Le travail d'éducation et de soins envers les enfants effectué par les parents pourra être rétribué, puisque évidemment utile pour la société. Là encore, le temps passé pourra être pris en compte, auquel pourront être ajoutées des primes en cas de réussite donc particulière.
Cette rémunération pourrait également être conditionnée à une formation dans ce domaine pour favoriser une meilleure éducation. Sur cette lancée, les frais liés aux soins des enfants, nourriture, logement, pourraient également être pris en charge par la collectivité. Bon, par contre, il ne faut pas perdre de vue que l'utilité de la reproduction humaine n'est pas forcément positive du fait des limitations des ressources terrestres. Or, il se trouve que la démographie aujourd'hui est essentiellement limitée par le fait que les parents paient pour les soins prodigués à leurs enfants. Il faudrait donc, en cas de risque de surpopulation, mettre en place un système incitant à limiter la reproduction. On peut être tenté pour ce faire de ne pas subventionner les soins aux enfants, du coup, alors du moins au-delà des premiers de chaque personne. Mais cela pourrait pénaliser les enfants, comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, où nombre d'enfants vivent dans la pauvreté tant matérielle qu'éducative. Mieux vaut garantir une bonne prise en charge de chaque enfant et faire payer un coût par enfant aux géniteurs, alors, croissant avec le nombre d'enfants qu'ils souhaitent éventuellement. Comme il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus de problème de solvabilité, et en cas de défaillance éducative grave, bien sûr, les enfants seraient confiés à des éducateurs plus performants, comme c'est déjà plus ou moins ce qui se fait aujourd'hui d'ailleurs dans les sociétés qui peuvent se le permettre. La rémunération peut même s'étendre à l'entretien de son propre lieu de vie, pour les personnes vivant en communauté, du moins, enfin typiquement les familles, quoi. En effet, les autres membres du ménage bénéficieraient de ce service. Ils paieraient donc pour cela, tandis que la personne ayant effectué le travail bénéficierait d'une rémunération, certes réduite du fait de sa propre jouissance du résultat de son travail. Par exemple, pour un ménage de 2 personnes, elle serait réduite de moitié. Et ainsi, les femmes au foyer, par exemple, cesseraient d'être dépendantes de leur mari. Et plus généralement, toutes les activités seraient également traitées et respectées. Il n'y aurait plus l'illusion, comme aujourd'hui, que ceux qui apportent de l'argent travaillent pour les autres. C'est vrai en particulier dans du secteur marchand actuel, s'autoproclamant souvent créateurs de richesses et se donnant l'impression de payer pour les fonctionnaires. Là, la perception des choses serait parfaitement fidèle à la réalité, donc des contributions de chacun. Notons que certaines choses, enfin, auxquelles les gens sont aujourd'hui attachés, du fait d'inconvénients du système actuel, n'auraient plus lieu d'être. Il n'y aurait plus besoin de congés payés, chacun se finançant ses vacances en quelque sorte, en faisant des économies, puisque ce serait vraiment beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Il y aurait pas, et il en est de même de la retraite, dans la mesure où toute forme d'invalidité, et donc les baisses de performance dues à la vieillesse, seraient évidemment prises en charge par la sécurité sociale. Bon. Bien entendu, ce ne sont là que des idées, des propositions. Tout cela est à discuter et à préciser ensemble. Pour se mettre d'accord, cependant, une certaine base est sans doute nécessaire, la raison. Il ne faut pas être attaché à des idées justes parce qu'elles nous séduisent. Il faut voir si la chose est viable, selon toute vraisemblance. Il ne faut pas réagir sur la base d'apparences, de peurs, de projections liées à notre vécu personnel, mais vérifier si, objectivement, cette société conviendra à ceux qui y vivront. Ne pas extrapoler à partir de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais prendre en compte la cohérence interne de ce qui est proposé. Et il s'agit également, comme nous l'avons vu, de peser les avantages et les inconvénients. Les avantages, ici, par rapport au système actuel, sont principalement plus de bien-être matériel et relationnel pour tous, en particulier plus de sécurité, de liberté, un environnement préservé. Le principal inconvénient est l'obligation d'être utile globalement pour ceux qui le peuvent, ou plus exactement de ne pas être nuisible, à comparer avec aujourd'hui l'obligation de se soumettre à autrui, enfin à son patron ou ses clients. Peut-être que certains préfèrent un rapport de soumission-domination avec toute la compétition et la violence que ça implique, c'est-à-dire que la possibilité de dominer ne peut pas être séparée du risque d'être dominé, forcément. Personnellement, je préfère la coopération de toute façon, donc mon choix évidemment est vite fait. La question est combien sommes-nous à avoir cette préférence ? Autre différence, cette société est à mettre en place, forcément. Mais cela n'a rien d'irréalisable. Certes, la transition ne va pas se faire en un jour. Mais ça peut se faire sans trop d'injustice, puisque c'était un peu ça l'idée au départ, la justice. Il est normal, par exemple, que celui qui a fait l'acquisition d'un bien, qui a payé pour ça, soit remboursé. Ainsi, pour abolir la nue-propriété, la collectivité pourrait racheter tous les biens à leur juste prix. Et pas besoin d'en exproprier les utilisateurs, ils deviendraient juste locataires. La plupart des gens, dans un premier temps, en tout cas, continueraient d'exercer leur activité professionnelle. C'est juste la rémunération qui évoluera au profit des activités les plus utiles.
L'organisation aussi, pour gagner en efficacité petit à petit. Le chômage sera rapidement éliminé. Par contre, on recrutera en priorité, d'ailleurs, pour les tâches d'économe. Fixation des prix, des salaires, tout cela, se faisant, je le rappelle, sous le contrôle direct de l'ensemble de la population. Mais avant d'en arriver là, un certain nombre de choses peuvent être expérimentées à plus petite échelle aussi, car il faut bien voir que la centralisation n'exclut pas la décentralisation. On règle chaque chose au niveau qui convient, les affaires de la commune, au niveau de la commune, etc. Et donc, des volontaires peuvent très bien expérimenter cette nouvelle économie localement, au sein d'éco-quartiers, d'éco-villages, etc. On peut aussi développer cette économie en parallèle, sur la base du volontariat. Par exemple, au lieu de conditionner l'attribution des minima sociaux ou indemnités chômage au fait de se vendre, on pourrait les conditionner à une activité utile, ce qui est, nous l'avons vu, très différent. Ainsi, au lieu de maintenir tout le monde dans l'économie capitaliste, on offrirait la possibilité de participer à l'économie utile. Là encore, il ne s'agit que d'idées qui suggèrent que la chose est faisable. En tout cas, tous ceux qui pensent que c'est le cas, qui ont envie d'être particulièrement utiles, savent ce qu'il leur reste à faire, faire connaître l'économie utile. Alors, économie utile, c'est peut-être un peu vague, peut-être bon de trouver un nom plus fidèle, à la chose désignée. Le concept de socialisme conviendrait bien si l'on se réfère au sens premier, mais le mot a été tellement galvaudé que c'est peut-être trompeur. Bon. Il s'agit tout d'abord d'une économie de partage. Alors on partage ce qui est commun, le gâteau qui représente la richesse totale, l'échange, lui, supposant la possession. Il s'agit également d'une économie juste, solidaire, écologique, basée sur l'utilité donc, et démocratique. Le mot « eucratie » résume tout ça. Donc on peut parler d'économie de partage eucratique. Il s'agit d'une économie monétaire. Il y a bien une monnaie au sens de droit à consommer attribué à des individus, leur point d'utilité. On pourrait envisager cependant de supprimer la monnaie en demandant aux gens ce qu'ils souhaitent consommer et en le leur attribuant une fois la chose produite, avec l'obligation, là encore, d'une contribution en rapport. Ce serait encore mieux, en théorie, car l'économie serait plus économe et l'égoïsme encore moins sollicité. Mais c'est plus difficile à mettre en place et à comprendre et accepter, compte tenu de notre fonctionnement actuel. La socialisation, en tout cas, serait encore plus forte, disons, et serait plus radicale. Donc l'économie de partage eucratique monétaire, EPUM, comme on va donc l'appeler, peut constituer cependant une étape intermédiaire vers une économie de partage eucratique radicale et pure. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si déjà on en était là, ce serait pas mal. Cela représenterait un sacré progrès pour le bien-être général. Progrès qu'il reste à accomplir et qui n'attend que notre bonne volonté, notre prise de responsabilité personnelle dans la marche du monde. Merci.